Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Et à présent, ben, il me fait plaisir de recevoir Carl Alain, qui a été auteur d'un livre et également conférencier. Alors, ici David Lévesque au micro et te dis bonjour, Carl. Bonjour David. Ça va bien? Oui, Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre ou les questions de conscience? oui. Ben, disons que dans ma nature profonde, j'ai toujours cherché à être en harmonie avec mon extérieur, avec le grand plan. Donc, jeune, je cherchais à comprendre où devait être ma place, comme on le fait tout un peu à l'adolescence. Sauf que pour la place d'un individu, en guillemets, plus modéré, euh, trouver sa place dans la société à dire je vais occuper tel boulot, je vais faire ça, c'est suffisant là, pour bien des gens. Mais étant donné ce que je suis, pour moi, c'était insuffisant. Il fallait que la coordination ou, si on veut, la position que j'occupe dans l'univers soit précisée à des niveaux beaucoup plus élaborés que ça. Donc, quel est mon rôle, d'où je viens, où est-ce que je m'en vais, pourquoi suis-je là? Donc, les questions existentielles, ça faisait simplement partie de ma nature de dire, moi, quand j'arrive quelque part, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je fit, comment je peux contribuer. Un coup, j'ai ces paramètres-là, tout va très bien. Donc, ma psychologie est bâtie comme ça. Alors qu'il y a des gens qui sont plus, si on veut, easy-going, puis ils n'ont pas à se cadrer comme ça. Pour moi, ça faisait partie des requis. Puis comme que ma perception des choses, puis mon questionnement allait loin, ben ce cadrage-là, il est allé extrêmement loin. Et c'est ce qui t'a amené Euh, à écrire un livre d'ailleurs. Il pourrait peut-être être intéressant si tu peux montrer la pochette à l'écran là, du livre. Là. ouais, effectivement. Donc, c'est le livre que j'avais écrit à l'époque. Ça date un petit peu, ça date de 2001. Il y a quand même du millage qui a été parcouru après, mais il y a beaucoup de millage aussi avant. Puis, faut comprendre un petit peu mon parcours pour comprendre comment j'ai fini par écrire ce livre-là, puis où est-ce que ça m'a mené par la suite. Disons que, comme je vous dis, j'étais un individu qui était avec une soif de comprendre pour pouvoir bien se positionner puis bien fonctionner dans le système au sens le plus large possible du terme. Puis, ça m'a amené au début, quand on se pose des questions un peu en dehors des cadres, à l'époque, il y a quand même peut-être 35 ans de ça. Moi, j'ai cherché au début dans la religion. C'était ce qui était proche, la religion catholique. J'ai lu ça, j'ai servi la messe. Je me suis investi personnellement dans ça pour essayer de mieux me comprendre par rapport au tout. Évidemment que ça a des limites quand on a une personnalité un peu plus intellectuelle. Fait que j'ai rapidement tombé sur d'autres trucs qui m'ont intéressé encore davantage. J'ai lu à peu près tout ce qui existait dans la bibliothèque de l'école secondaire en termes de livres d'ésotéristes, de parapsychologie, d'ovnis, de conspiration. Tout ce qu'on entend parler aujourd'hui sur YouTube, ben, il y avait des livres quand même à l'époque qui en parlaient déjà de ces Mhm. éléments-là, de toutes les théories du complot. Il y en avait déjà une bonne quantité. Puis il y avait beaucoup de matériel ésotérique. Donc je me suis intéressé beaucoup à ça. Ça m'a donné un background qui après me nuit jusqu'à un certain point parce que pour moi, c'était nécessaire de comprendre la vie en termes ésotériques, en termes de ce niveau de complexité-là, alors que parfois, c'est supposé être très simple à comprendre parce qu'il y a d'autres moyens d'envisager, d'appréhender la vie puis de fonctionner dedans. Mais disons, l'ésotérisme m'a amené après ça à rencontrer des gens qui suivaient un personnage qui s'appelle Daniel, qui s'appelait, il est mort, s'appelait Daniel Kemp. Donc, quand j'ai vu Daniel Kemp, j'ai vraiment eu un choc parce que j'ai reconnu ma vibration. J'ai reconnu, euh, parce que quand on comprend quelqu'un, quand on connecte vibratoirement, c'est on se reconnaît, on reconnaît quelque chose qui est nous. On se reconnaît un peu dans l'autre. Donc, lui m'a Dans le amené, fond, juste pour mettre en contexte, Daniel Kemp, ça a été un conférencier dans le domaine de la conscience supramentale au Québec qui a œuvré dans les années 80. Il a fait de nombreux enregistrements, dont des séminaires aussi. Là. ouais, c'est un individu extrêmement prolifique en termes de matériel audio à l'époque. Il faisait beaucoup de conférences.
Puis, c'est ça, la thématique de son œuvre, si on veut, c'était l'être ancien, l'homme ancien, l'homme nouveau. Puis, il y avait il avait fondé une espèce d'académie PMC pour programme maître contrôleur à l'époque. Donc, faut se remettre en contexte. Moi, j'étais adolescent, j'avais peut-être 15 ans, 14, 15 ans. Puis, je fréquentais ces conférences-là, puis je comprenais, puis j'allumais, puis c'était vraiment une vibration que je recherchais parce qu'il fallait beaucoup en moi, mais j'avais pas encore les atouts pour la manifester de par moi-même. Donc, j'ai fait comme ça des séminaires et tout ça, ce qui m'a amené quand même d'un point A à un point B, si on veut. Puis, j'ai même lu à un moment donné un livre américain qui s'intitulait Il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes. Puis, c'est seulement des années après que j'ai compris ça, au sens que on a beau chercher à travers des individus, mais ultimement, il n'y a sur la Terre que des hommes, à différents degrés d'évolution, à différents niveaux d'évolution, si on veut, mais ça demeure des hommes. Ils vont mourir aussi là. Puis ils sont pas aussi divins qu'ils peuvent se prétendre. Moi, ma compréhension, c'est que ça demeure des hommes sur la Terre. Mais attends une minute, c'est-à-dire qu'éventuellement, l'individu qui vit la fusion avec l'esprit va être capable de repousser les limites du vieillissement du corps physique lorsqu'il y aura Ouais, un taux vibratoire suffisamment élevé, là? ben, on risque de le faire avec la technologie de toute façon. Là. Ça se manifeste pas nécessairement juste purement d'une façon mystique ou magique. Là. Ça peut être tout simplement sur une base technologique éventuellement. Mais l'idée, dans le fond, que j'essaie d'exprimer ici, puis je vais la recadrer un peu parce que je vois que ça l'a dévié, c'est que tant que l'homme cherche à travers d'autres hommes, c'est qu'il pense pas que sur la Terre, il y a juste d'autres hommes. Puis ça l'empêche, lui, de devenir ce à quoi il aspire. Donc, c'est ce que je veux dire ici, quand il n'y a pas d'autres airs, d'autres terres, il n'y a pas d'autres hommes. Non, non, mais l'individu, il faut qu'il se trouve lui-même. Pardon? Il faut que l'individu se trouve lui-même, qu'il manifeste à travers lui au lieu d'être au dépend des autres ou dépendant des autres. C'est ça. Mais au début, on cherche tout à mimer. On va trouver un modèle, on va mimer, on va absorber une partie, puis ça nous entache à un certain point, mais ça nous amène d'un point A à un point B. Ça pour dire que dans le fond, après avoir fait le parcours avec Daniel Kahn, ben lui, à un moment donné, il est décédé. Je me suis rendu compte par la suite que lui-même avait suivi un autre personnage supplémentaire au Québec qui s'appelle Bernard de Montréal, que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de côtoyer. J'ai lu ses livres et tout ça, mais je connectais moins qu'Yann Daniel était un peu plus pratico-pratique dans son enseignement, si on veut. Puis moi, à travers tout ça, j'ai étudié beaucoup de livres comme la théosophie, qui amenait quand même un cadre extrêmement compréhensible des plans subtils de la vie après la mort. Bref, beaucoup d'explications, mais qui demeurent pour la part du temps seulement théoriques. C'est pas si important de savoir que telle sorte ou telle sorte d'entité dans un plan astral, si ça t'amène pas concrètement de quoi utile dans ta vie. Puis, il y a beaucoup de temps qui est perdu pour essayer de comprendre des éléments qu'on peut pas même soi-même vérifier. Puis quand on est un individu intellectuel, souvent ça devient un problème. Dans mon livre, j'en parle comme le piège de la connaissance. C'est-à-dire qu'on pense que pour pouvoir être ce qu'on aimerait être, il faut aller chercher une compréhension à, mettons, 9 sur 10 des éléments. Alors que on se permet pas, tant qu'on n'est pas rendu là. Puis l'idée, c'est que c'est un piège, c'est qu'on se rendra jamais là par ce moyen-là. C'est pas à travers nécessairement l'intellect qu'on va arriver à nos fins. Ça fait partie des éléments, mais le piège de la connaissance, c'est quand quelqu'un ne cherche que de la connaissance pour en chercher, pour se dire, moi, je comprends, moi, je connais ça, moi, j'ai lu. Mais à un moment donné, il faut mettre en pratique, il faut intégrer, puis il faut être capable de perpétuer cette vibration-là envers les autres qui nous entourent aussi. Et non pas juste être un espèce de connaissance puis garder ça pour soi-même. Ben, si on a la vibration de le partager aux autres, parce qu'il faut qu'il y ait aussi la capacité d'absorption, parce que sans ça, on va se créer des conflits avec des gens. C'est ça. C'est donc, il y a des individus qui vont être plus tendance à être des émetteurs dans tout ça, puis il y en a qui pendant un certain temps, vont être plus des réceptacles. Mais il n'est pas dit qu'une personne qui est plus passive, si on veut, dans ce processus-là, parce qu'elle est à la recherche, elle est à l'écoute. Mais souvent, ces personnes-là, c'est qu'ils n'ont pas encore vu. Ils attendent un espèce de signe. Moi, j'ai attendu un espèce de signe. Je me disais, à un moment donné, je vais le sentir. À un moment donné, je vais le... Mais c'est pas de même que ça marche. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu le fasses. Il faut que tu tournes des pages. Il faut que tu te positionnes. Il faut que tu
que tu cesses de certaines habitudes. Il faut que tu changes, puis ça passe par soi-même. Évidemment, quoi, les gens vont chercher toutes sortes de béquilles temporaires pour y arriver, puis toutes les béquilles peuvent être utiles jusqu'à un certain point. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que c'était une béquille, puis il y a peut-être d'autres béquilles qui vont pouvoir nous amener après. C'est quand on prend une forme qui nous a fait nous transporter d'un point A à un point B, puis que là, on vénère trop cette forme-là, comme j'ai déjà mentionné par le passé, c'est que c'est un véhicule, mais à un moment donné, il y a une fin. L'automobile t'amène jusqu'au bout de l'asphalte, mais après, il n'y a plus d'asphalte. Fait que, oublie l'automobile, faut prendre d'autres choses. Donc, c'est Exactement. sans Ça peut être que de prendre une fusée pour se propulser vers les cieux. À un moment donné, quand on a fait le tour de la Terre, ben, il nous reste à explorer le cosmos. c'est ça. Puis quand tu as un individu comme moi, comme je te dis, j'ai étalé quelques petites affaires que j'ai faites, mais j'ai déjà été dans des mouvements de Templiers, ce genre de trucs-là. J'ai vraiment cherché comme un vrai chercheur de vérité pendant des années. Donc, quand tu as tout ce background-là, puis qu'après, tu regardes ça avec un peu de recul, puis tu vas chercher l'espèce de fil conducteur qu'il y a dans tout ça, ça t'amène à une compréhension. Tu es capable de synthétiser jusqu'à un certain point les processus par lesquels tu as passé pour, en guillemets, évoluer. Puis, tu es capable de voir que c'était pas si important tel ou tel élément ou tel enseignement. Ce qui est important, c'est ce qui en ressort. Comme on dit souvent, tous les chemins mènent à Rome. Par contre, je suis pas prêt à dire que tous les chemins on s'équivalent. Il y a des chemins beaucoup plus tortueux que d'autres. Puis, moi, j'ai passé par des chemins quand même extrêmement difficiles parfois. Puis, éventuellement, à force de cheminer là-dedans, j'ai lu du Sri Aurobindo. Là, je me suis rendu compte que probablement que des gens comme Daniel Kim, comme Bernard de Montréal, ont lu aussi ces livres-là, qui touchent un peu la théosophie, qui parlent aussi des personnages comme Sri Aurobindo, qui, eux, ont amené aussi le supramental bien avant qu'ils arrivent au Québec. Oui, Puis, parce qu'il était en Inde, là. Ouais. c'est ça, tout ça, c'est vraiment interconnecté. Puis, je veux pas monter un personnage plus qu'un autre. Puis, j'ai finalement un jour abouti sur un autre personnage qui m'a aidé aussi, au sens qui m'a donné une vision un peu différente. C'est Charles Sabourin que j'ai rencontré à Montréal. Puis, lui aussi avait connu Bernard de Montréal, tout ça. Mais lui avait une vision vraiment plus énergétique des choses. Tu sais, lui, ce qu'il disait, c'est pour moi, tout ça, en voulant dire tout ce qui se passe, là, tous les phénomènes qu'on peut rencontrer, tout ça, c'est de l'énergie. Là, j'ai connecté beaucoup à cet élément-là parce que j'ai un petit background aussi. Je suis pas un scientifique, mais j'avais quand même un esprit cartésien, tout ça. Puis moi, j'ai été capable de formuler dans un livre, c'est le livre que j'ai écrit en 2001, des éléments plus axiomiques, de dire, OK, ben voici les 3 principes selon lesquels ce truc-là fonctionne. Puis ce que Charles Sabourin arrivait moins à rendre à l'époque, c'était plus une personnalité d'artiste. Mais alors que moi, j'ai plus un aspect intellectuel par rapport à ma personnalité psychologique. Donc, ça m'a amené là. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment eu une brisure avec Charles Sabourin et compagnie. Je voyais des choses que ne semblaient pas voir, alors que ça m'apparaissait d'une évidence. Puis là, j'ai dit, OK, là, je suis rendu au point où je pense que je vois des choses. Je pouvais plus continuer à suivre quelqu'un, en guillemets, tu comprends? Fallait que ça se passe autrement à partir de ce moment-là. C'est là, dans ces moments-là, que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'autres terres, pas d'autres hommes. Moi qui avais parcouru la Terre à la recherche d'autres choses que des hommes, mais j'avais juste rencontré des hommes Mais c'est parce plus ou qu'il ne faut moins. pas s'illusionner. C'est ça, c'est parce que l'affaire, il ne faut pas s'illusionner et de mettre quelqu'un sur un piédestal comme un maître ou un enseignant ou un instructeur. Même un Exact. initié, il faut éventuellement être autonome puis voler de ses propres ailes. Puis ça, c'est sûr Exactement. que c'est C'est ça. pas nécessairement évident parce qu'on est conditionné socialement à être des suiveux. Tu sais, la mentalité de troupeau, là. Ouais, ben les êtres humains apprennent beaucoup des autres êtres humains. Quand, tu sais, on a moins la tendance à apprendre par nous-mêmes. On nous montre déjà dès le jeune âge, on est entouré, on a des principes d'éducation, tout ça. Mais c'est des choses qui font partie de ce qui est nécessaire, hein, d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre de la connaissance, tout ça. Mais il faut aussi que ça transcende tous ces éléments-là pour arriver plus à une approche plus créative, pour s'exprimer soi-même, tout ça. Donc, as-tu mon parcours? Donc, j'avais écrit le livre peu après là, mes aventures mes aventures, c'est-à-dire avec Charles Sabourin et tout ça. Puis après ça, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient plus pas dans le mouvement contestataire, mais qui étaient des gens
parle plus des conspirations, de l'œuvre des gouvernements. J'avais lu des livres quand j'étais jeune là-dessus. Puis après, j'ai fait le pont. Je me suis dit, hey, la conscience, il faut que ça serve. Donc, je me suis un peu embarqué là-dedans pour parler de ces Mhm. choses-là, mais avec la tonalité de ma vibration. Puis, jusqu'à tout récemment, disons que j'avais comme plus ou moins mis tout ça un peu en veilleuse. Puis, le dernier personnage, si on veut, qui m'a inspiré, c'est un personnage qui date un peu, mais qui est disponible sur Internet. C'est un monsieur qui s'appelle Jim Rohn. Puis, il n'est pas du tout dans l'ésotérisme, tout ça. Puis, avec lui, j'ai vraiment consolidé ma compréhension que Peux-tu, c'est excuse-moi, pas épeler son nom pour les gens qui vont vouloir faire une recherche suite à l'écoute de notre enregistrement? c'est c'est ça, c'est Jimrohn. Je crois bien que c'est comme ça s'écrit, Jim Rohn. OK. Bref, c'est un speaker qui est quelqu'un qui a fait des discours devant, je pense, plusieurs millions de personnes dans sa carrière au fil du temps. Là, on parle des fois des speeches devant des 10 000, des 12 000 personnes. Donc, quelqu'un qui était capable vraiment d'arriver, puis juste de te dire, hey, tu veux fonctionner dans la vie, ben ça te prendrait peut-être un plan. Tu devrais peut-être changer. Donc, c'est beaucoup plus psychologique au sens psychologie plus traditionnelle. Mais avec la background que j'ai, c'est comme si je comprends Jim Rohn, mais à 10 degrés plus que ce que j'aurais compris si j'avais pas eu mon background. Donc, c'est vraiment vibrant pour moi, Jim Rohn, mais en même temps, c'est un personnage comme un autre. Puis je prends ce que j'ai à apprendre là-dedans. Mais pour moi, avec lui, c'était comme plus la concrétisation de dire, OK, les choses doivent être relativement simples en conscience. Il y a beaucoup de névrosés, malheureusement, dans la conscience. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans, comme je disais tantôt, dans le piège de la connaissance. Euh, Comme je dis dans mon livre à un moment donné, c'est-tu important de savoir si les Atlantes avaient la peau bleue, bleu clair ou pas? Aucune importance. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui de travailler sur toi qui va faire que demain, tu vas être capable de faire plus que qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour ton propre bonheur, pour ta propre jouissance, pour ta propre manifestation. Donc, beaucoup plus groundé, si on veut. Je suis beaucoup plus groundé, puis j'ai eu à donner des enseignements à mes enfants. Mhm. Puis j'ai tout fait pour jamais leur amener ça sur un angle ésotérique, justement. Leur amener ça en choses simples. Donc, ça m'a obligé à synthétiser davantage, puis à rendre ça vraiment compréhensible par un enfant de 10 ans, 12 ans, un adolescent de 15 ans, euh, pour leur donner des bonnes bases. Si j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui dans ma vie que j'aimerais faire avec des gens, ça serait dire comment bien partir dans la vie ou comment bien repartir dans la vie en effaçant beaucoup d'éléments qui sont inutiles et en se concentrant sur ce qui est essentiel. Euh, donc, c'est un petit peu ma démarche. Donc, la raison pour laquelle j'ai écrit le livre à un moment donné, pourquoi ça touche à l'énergie. Puis, je demeure à penser que c'est une belle façon d'aborder beaucoup de phénomènes sur le plan d'énergie, comme disait Jean Sabourin, parce que ça nous amène à mieux comprendre les phénomènes au-delà de leur forme, puis à voir que le voisin à côté qui passe par un autre chemin que nous, ben dans le fond, il vit à peu près les mêmes expériences, il en arrive à peu près aux mêmes conclusions, son vocabulaire est légèrement différent, mais quand on l'écoute, c'est la même note. Un peu comme quelqu'un qui joue du violon versus une autre personne qui joue, par exemple, la trompette, peuvent tous deux faire les mêmes notes. On va les reconnaître, les notes, si on connaît la musique. Donc, à un moment donné, on finit par être musicien dans cette évolution-là, puis on reconnaît la façon qu'une autre personne va s'exprimer, va parler, va mettre l'emphase sur certains éléments plutôt que d'autres. On reconnaît là son niveau d'évolution, peu importe la quantité de connaissances qu'elle peut avoir accumulée ou la façon dont elle s'exprime. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que en réalité, la perception vibratoire peut faire en sorte qu'on perçoive une personne qui parle en français, en allemand, en chinois ou peu importe la langue. Si on sent que la personne dégage une vibration dans laquelle elle est sincère, on va le percevoir, là, peu importe, ça va transcender les langues utilisées. Oui, mais la sincérité, c'est une chose aussi. Mais il y a le fait comme si je te demande c'est quoi ton nom, il te vient à l'esprit puis il n'y a aucun doute il y a aucun doute. Tu le sais c'est quoi ton nom quand je te pose la question. Oui. Mais quand quelqu'un parle puis qu'on connecte, on sait que ce qu'il dit, c'est ça. C'est aussi simple que ça. On reconnaît la vérité. Puis il y a probablement encore d'autres niveaux de vérité parce qu'il y a autant de vérité que de mensonges, mais on reconnaît le taux vibratoire auquel nous-mêmes on est capable de vibrer si Ben, on en veut. ce qui me concerne, je préfère parler de réalité plutôt que de vérité parce que la vérité est souvent polarisée par rapport au mensonge. Donc, si on parle de réalité, ben là, c'est un concept qui est plus transcendantal. Oui, mais c'est sûr que là, il faut pas Je comprends qu'est-ce que tu veux dire pour les auditeurs, mais il faut pas trop s'enfarger dans la fleur du tapis.
C'est clair pour moi que quand tu parles d'une vérité, tu peux avoir tendance à croire à cet élément-là, mais C'est ça. peu importe où est-ce qu'on se place, on a quand même un certain niveau de certitude puis un certain niveau d'incertitude. Même si tu dis que tu crois pas, ça veut dire peut-être que tu crois que ça n'existe pas ou que tu crois qu'il faut pas croire. Il y a comme, tu sais, un certain niveau où est-ce que là, faut pas s'enfarger trop là-dedans. Il faut réussir à avancer. Mais c'est sûr que si une personne parle de la vérité d'une certaine façon, au-delà du mot, je vais reconnaître qu'elle est pris dans la vérité. Alors qu'une autre personne peut utiliser le mot, puis je vais reconnaître qu'elle n'est pas pris dans la vérité. Ouais, c'est Donc, selon la c'est évident que vibration je suis pas derrière pris la dans la vérité. forme utilisée. Ouais. Exemple, c'est ça. C'est évident que je ne suis pas pris dans la vérité. Mais c'est évident que je sais quoi la vérité. Tu comprends? Oui. Exact. Euh, donc ça fait le tour un petit peu pour le livre, puis un petit peu ma démarche. Puis, y a-tu quelque chose là-dedans qui a piqué ta curiosité ou ton attention? Oui, certainement. C'est le fait que tu accordes beaucoup de l'importance que cette compréhension-là du réel soit incarnée dans la matière, groundée, ça soit enraciné. Et je trouve ça intéressant, cette volonté-là, dans le fond, de ramener ça à ta vie de tous les jours, si je comprends bien, là. Oui, effectivement, parce que ça t'amène à pouvoir tempérer puis moduler ce qui se passe. Moi, entre guillemets, des reproches que Charles Sabourin me faisait, puis il avait totalement raison. Il me disait, par exemple, OK, il faut que tu apprennes à travailler avec le temps. Moi, je suis quelqu'un qui vibre beaucoup. J'ai de la misère à contenir mes énergies. Quand je vibre, il faut que ça sorte parce que ça vibre beaucoup, là. C'est comme beaucoup de chevaux vapeur sont là. Puis, avec le temps, j'ai dû nécessairement m'ajuster à devoir travailler avec le temps. Quand tu élèves des enfants, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en une semaine. C'est quelque chose qui s'étale sur au moins 2 décennies. Donc, je suis dans le processus, je le vis, je le sais. Puis, je lâcherai pas le processus pour autant, même si, en guillemets, c'est long des fois. Tu comprends? Exact. Euh, Ça t'amène à pouvoir t'investir sur du plus long terme. Ça t'amène une espèce de résilience par rapport au haut et au bas de la vie parce que tu vois à travers ça. Donc, travailler avec le temps, c'est pouvoir chaque jour poser une petite brique d'un édifice qui est en construction. Si on met pas les briques, il se construira jamais. Puis il y a des gens qui attendent d'avoir un signal magique, un signal divin avant de commencer à mettre des briques. Il y en a qui attendent de lire tous les livres qui existent dans l'univers à propos de la construction des maisons avant de commencer à mettre une brique, tu comprends? Alors que tout ce qu'il faut faire, c'est poser des briques, on va les regarder, s'ils sont pas bien placés, on va les repositionner. On va travailler comme avec ça au fur et à mesure qu'on va construire l'édifice, mais il faut commencer quelque part, il faut se positionner. C'est vraiment ça qui est important, c'est les gens cherchent quelle forme va bien paraître aux yeux des autres ou aux yeux de moi-même pour que je puisse commencer à faire quelque chose qui va me donner l'autorité ou l'autorisation de pouvoir commencer réellement ma démarche. Hein. C'est quoi que ça me prend vraiment avant de commencer avant de maigrir, tu comprends? Qu'est-ce que ça me prend vraiment avant de commencer à faire l'exercice? Alors, ça prend rien. Tu cherches quelque chose, mais dans le fond, ça te retarde. Non, c'est ça. Souvent, les gens ont tendance à faire de la C'est ça. procrastination ou s'auto-saboter parce qu'ils sont dans une recherche psychologique au lieu d'utiliser leur volonté puis aller au-delà de ce désir. Souvent, c'est le perfectionniste qui fait ça. Tu sais, on veut la méthode parfaite, la bonne approche, les ci, les ça. Ce Exact. qui fait qu'on C'est ça. s'auto-retarde puis on se limite inutilement. Exact. C'est ça. Donc, travailler avec tous ces éléments-là, ça nous amène à voir ça. On gagne une certaine sagesse qui est un peu universelle. Puis, certains vont appeler ça de l'évolution de la conscience, d'autres vont appeler ça simplement de la sagesse. Puis c'est pas faux non plus de dire que c'est de la sagesse. Peut-être qu'il s'accumule sur plusieurs vies, mais ça demeure pas moins que c'est le même principe qui est à l'œuvre. Une espèce d'expérience de la vie, puis savoir un peu comment ça fonctionne. Qui nous amène à mieux moduler ça. Puis c'est pas parce qu'on sait ça que la vie tout devient simple et magique, là. C'est plus t'es fort, plus t'es capable d'en prendre. Puis l'énergie, elle va pousser pour t'amener dans toutes sortes de chemins. Puis quand tu grandis, il y a des chemins, des fois, qui sont quand même tortueux. C'est pas le chemin qui apparaît le plus facile qui va être celui qui te fait le plus grandir. Donc, moi, je suis capable de dire, maintenant, et depuis quelques années, de pouvoir dire, mais je prends ce chemin-là. C'est pas le plus facile, je vais en baver, mais je prends ce chemin-là parce que je sais que c'est là que je vais grandir le plus. Tu sais, il y a comme quelque chose en nous qui veut pas faire cet effort-là.
qui veut pas passer par les voies initiatiques qu'on sait qu'on doit passer, qu'on sait qu'on doit aller chercher quelque chose à l'arracher dans ces éléments-là. Puis, bon, il s'agit de prendre son courage à deux mains, si on veut, ou son intelligence, pour pouvoir agir en fonction de ça. Plus tu agis en fonction de ton intelligence, plus tu as d'intelligence qui se manifeste. C'est un peu comme un signal radio que tu peaufines au fil du temps. Au Oui, début, mais tu c'est un cercle vertueux. Donc, c'est plus ça, que exact. tu canalises l'énergie, plus qu'il peut en circuler à travers toi, donc plus que tu peux en canaliser d'autres, puis c'est exponentiel. Mais dans le concret, Exact. c'est qu'il faut que la personne s'engage dans l'expérience. Si la personne, par exemple, est mise en vibration pour faire des études universitaires pendant 3 ans, pour avoir un diplôme pour améliorer son sort professionnel, ben il faut qu'elle fasse les études là, pour y arriver, même si ça demande de l'effort. Tu sais. Exact. Puis peut-être qu'en bout de ligne, ce sera peut-être même pas pour les études que tu vas l'avoir fait, mais tu vas avoir réussi quelque chose. Et je donne un exemple du discours de Jim Rohn là-dessus. Jim Rohn aurait dit, bon, lui-même, il a eu un mentor à un moment donné. Puis il dit, mon mentor m'a dit, ben, mets-toi comme objectif de faire 1 million de dollars, parce que c'est quelqu'un qui vibrait beaucoup à l'argent et tout ça. Et tu fais-toi l'objectif d'aller chercher 1 million de dollars. Deviens millionnaire, mais pas pour être millionnaire, pour ce que ça va faire de toi comme homme. Tu comprends l'idée? Mhm. Donc, on peut se fixer des objectifs. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est pas tant l'objectif qui compte. Oui, il compte pour te donner un défi suffisant à la hauteur de ce que tu es capable de relever, mais en même temps, c'est le processus qui compte. Puis si tu comprends que c'est le processus, tu seras jamais trop déçu si ça arrive pile poil ou moins par rapport à tes objectifs initiaux. C'est le processus qui compte. Puis c'est difficile à le voir parce que je veux dire, tout autour de nous porte à mettre l'objectif sur la finalité de la chose. Alors que tant qu'on est dans une vision restreinte, puis ça m'inclut, on s'amène à un point A pour après ça à un point B, et du point B, on aperçoit un point C qui était impossible de voir à partir du point A. Par exemple, si je suis au bas d'une montagne du côté Est, je ne vois pas le côté Ouest de la montagne de l'autre côté. Mais là, il faut que j'aille sur le top de la montagne et là, je vais voir l'autre côté. Donc, des fois, c'est comme ça dans la vie. On va à une place, puis après, ça nous donne une autre perspective. Là, on va changer les plans, on va changer le truc. Mais c'est le processus qui compte. Si on met sur le processus, entre guillemets, on peut beaucoup moins se tromper, si on veut. C'est pas l'idée de pas se tromper ou pas se tromper, mais si tu veux miser sur quelque chose, mise sur le processus. Mise sur toi, sur ta transformation, sur ta capacité à t'ajuster et sur le processus, pas tant sur la finalité. La Exact. finalité, on maîtrise pas tout de ce qui va se passer, mais dans le processus, on est capable de se maîtriser, nous, jusqu'à un certain point. Oui, ben ça fait Puis, penser à l'adage que l'important, c'est pas la destination, mais le voyage. exact, c'est ça. Tu vois, sagesse. Le gars, il parlait peut-être pas de conscience continue, de conscience supramentale, mais il disait quelque chose c'est right on. Puis ça peut être il y a 1000 ans. Il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autre homme. Exact. Mais c'est intéressant ce que tu abordes parce que souvent, en tant qu'être humain, on va centrer notre attention sur sur le résultat puis le réfléchir, comme avoir 1 million de dollars, puis là, on va focuser là-dessus, là-dessus. Puis on va peut-être passer à côté de la beauté du processus parce qu'on va être juste dans l'anxiété du désir d'avoir quelque chose. Oui, mais en même temps, il faut, quand tu vis ton processus, il faut que tu ailles le chercher, ton million. Parce que c'est 1 million que tu vas aller chercher. Donc, tu vas vraiment travailler pour débloquer les énergies, c'est-à-dire faire ce qu'il faut. Hein? Quand tu vois que ça marche pas, tu essaies une autre méthode, tu essaies à gauche, à droite, comme une énergie vivante. Un bon exemple de qu'est-ce que c'est qu'un individu qui est capable de travailler avec la forme. Bien des gens vont avoir vu les films de la série Terminator. Mais il y Oui. a un des Terminator qui est un espèce de liquide, un métal liquide. Puis lui, il a la propriété de pouvoir changer de forme comme il veut. Ah Puis oui, un moment dans donné, Terminator 2, le T-2000. ouais, c'est bien si tu me précises ça. Je ne vais pas jusqu'à cette précision-là, mais il y a un Terminator là-dedans qui se fait brûler dans du métal qui est liquide. Puis on voit que sa dernière tentative pour survivre, c'est qu'il essaye toutes les formes qu'il connaît. Il essaie de se transformer successivement en prenant la forme d'un personnage, après d'un autre, d'un autre, d'un autre, comme s'il essayait tout ce qu'il pouvait comme forme pour pouvoir survivre à ce milieu-là qui est complètement hostile. Il va mourir en petit robot. Mais l'exemple d'un individu qui est libre de la forme, ben, il va être capable d'utiliser toutes ces facettes-là qui sont disponibles pour pouvoir réussir à atteindre son objectif. Encore une fois,
Est-ce que c'est garanti qu'on atteint l'objectif? Non. Mais c'est le processus. Tu sais, on parle souvent des gens, par exemple, qui vont dire on atteint le nirvana, on atteint le nirvana, ou on atteint. Ce qui est sûr qu'on atteint, à un moment donné, c'est comme il y a des moments de plénitude, mais moi, j'ai déjà lu des livres là, qui ça venait dingue quelque part, mais ce que ça disait essentiellement, c'est ça disait qu'un peu comme quand tu es rendu assez loin dans la conscience, c'est comme si tu redécouvres une espèce de joie de vivre comme un enfant. Mhm. Puis, à un moment donné, ça m'a amené la réflexion suivante, c'est que quand tu peux tout faire, quand tu as tout le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quand tu es omniscient, omniprésent, puis omnipotent comme l'énergie l'est, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, moi, quand je me suis posé la question, parce que c'est une des façons qu'on a de faire, de faire rentrer de l'intelligence dans notre cerveau, c'est de se poser des questions, puis d'écouter Exact. la réponse, puis de la chercher. Mais ce qui m'est venu, c'est ceci. Ça m'a dit, c'est comme un peu comme une gang de chums qui décident d'aller en forêt avec des véhicules tout-terrain. Ils ont fait le tour pas mal de deux, trois forêts, puis c'est pas assez pour eux autres. Ils ont envie de plus. Par pure créativité. Jusqu'où on peut aller. Puis ils vont aller se mettre dans des chemins vraiment difficiles. Ils vont se prendre, ils vont briser du matériel, ils vont s'entraider pour sortir de là. Mais ultimement, ils vont sortir de là. Tu comprends? C'est un peu ça, l'espèce de trip de l'énergie à créer. C'est-à-dire qu'elle va engendrer des possibilités dans lesquelles elle pourrait être confinée. Il y a un risque. Il y a un risque zéro dans le temps. Mais elle se crée des conditions pour se manifester, puis ça la bloque en même temps. Puis elle va chercher à résoudre Le la bloc, problématique. C'est elle-même c'est créée. ça. Puis pour C'est résoudre un la... plaisir immense. C'est un plaisir Ouais, immense. C'est comme un enfant qui découvre que, OK, il peut créer un véhicule avec plein de nouveaux boutons, puis tout ça, puis il va tous les essayer dans différents contextes. Il y a une espèce de trip. Donc, c'est un peu la vibration de la conscience dans cette espèce de joie de vivre qu'on peut atteindre. Et là, on voit plus les choses sur le même angle. On voit pas ça comme l'individu normal. On le voit à un deuxième niveau. C'est ce que moi j'appelle vivre sa vie à un deuxième niveau. C'est-à-dire que tu as ta vie, mais tu es quand même un observateur par-dessus ça. Puis, pas que t'as toujours comme un niveau de recul. Tu es dedans, mais en même temps, tu es capable de te sortir de ça, puis de regarder la situation, puis de virer sur une scène pour changer la donne. Tu comprends? oui, ben, tu es Puis, capable de te débrouiller. C'est parce que ça t'amène à développer la double vision. C'est-à-dire que tu peux percevoir avec la forme au niveau des yeux physiques, mais tu peux développer aussi une perception psychique qui devient transcendantale. ouais, puis, écoute, il y a sûrement des gens qui voient des choses sur le plan psychique. Moi, je ressens des trucs, je vois pas avec mes yeux, mais ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des petits événements mystiques, là, vraiment des choses surprenantes qui peuvent se passer dans un individu, mais tu sais, on vit ça pour soi-même. Exact. Si je raconte ces trucs-là, ça veut rien dire pour une personne. La personne ne doit pas chercher à obtenir ça. Ça s'est manifesté spontanément. C'est comme des preuves de quelque chose qui existe, de quelque chose de vraiment plus grand, puis qu'on est connecté à ça. Mais c'est tellement puissant que notre matériel physique est pas capable de prendre du voltage. En tout cas, le mien est pas capable de prendre ça très longtemps. C'est comme une vision extrêmement profonde de la vie pendant quelques secondes. Puis tu as vu, un peu comme on nous dit qu'à notre mort physique, on va revoir le fil de notre vie. Mais c'est à cette vitesse-là. Là. Tu comprends et tu vois des choses à une vitesse phénoménale. C'est comme si tu comprends tout pendant un moment. En même temps, tu peux Mhm. pas dire rien parce qu'il y a trop de choses à dire. Puis après, tu sors de là. Il y a peut-être des individus qui réussissent à rester plus longtemps là-dedans. Mais moi, j'ai vécu des moments comme ça. Puis c'est trop dur pour le corps physique. Au niveau nerveux, on dirait que tu n'es pas capable de le prendre. Ça crée comme des chocs nerveux, sinon. Ben, C'est c'est trop sûr que puissant. si tu vis une fusion avec ton esprit qui descend à travers toi, c'est sûr que c'est très intense parce que l'esprit est au-delà de la forme. Donc, ouais. Ouais, mais c'est vraiment physique le truc. Euh, peux-tu imaginer de ressentir toute la souffrance humaine sur la planète à un moment? Bon, mais Non, puis je le moi, souhaite pas, j'ai là. ressenti des expériences comme ça. Des expériences comme ça, j'en ai ressenti. Tu peux pas toffer là-dedans. C'est trop fort, tu comprends? Mhm. C'est trop puissant.
Mais puis quand tu vis cette expérience-là, ce qui est particulier, c'est que là, il y a des formes qui vont se manifester, il y a des choses qui se manifestent dans ta pensée, l'imaginaire, tout ça. Puis le danger, ça serait de tomber là-dedans, de tomber en mission à cause d'un truc que tu vis comme ça. Pour avoir vécu des expériences comme ça à quelques reprises, dès la première fois, j'ai vu que je ne devais pas tomber dans l'image qui m'était projetée. Et je crois que de par le passé, des gens sont partis en mission spirituelle, sont rentrés dans les ordres à une certaine époque à cause d'expériences mystiques. D'expériences spirituelles comme ça. Tu sais, c'est vraiment une expérience spirituelle ou mystique, mais des gens ont été frappés, puis ils ont pris ça au premier degré, puis ils sont partis là-dedans, mon gars. Oui, parce alors que moi, que j'avais cette ça, intuition-là de la forme, de faire attention, puis tout ça, puis... C'est ça, c'est parce que le danger, c'est de spiritualiser à partir de ça, puis se fanatiser, puis là, vouloir jouer au sauveur au lieu de s'occuper de soi puis de sa vie, tu sais. C'est ça, puis tu peux pas sauver le monde de même. Je pensais que je pouvais sauver le monde. À un moment donné, j'étais naïf à ce point-là. Tu peux pas sauver le monde d'une façon... tu peux pas comme individu sauver le monde. Le monde est extrêmement complexe et ça prend une intelligence qui est pas intellectualisable pour gérer ça. Puis, c'est comme je te disais, comment peux-tu concilier 7 ou 8 milliards de points de vue sur la planète? Comment peux-tu convaincre ces gens-là? C'est impossible. Les gens doivent vivre des expériences, puis doivent en arriver à des conclusions communes. Il n'y a pas beaucoup d'autres façons de le faire, de réussir à avoir un échange collectif plus grand. Sinon, ça va toujours passer par des formes de manipulation, de dictature, de la tyrannie. Oui, ben c'est ça. Coordonner 1 million de personnes, c'est soit que tu brutalises pour qu'ils marchent dans le sens que tu veux, ou soit tu leur mens en leur promettant n'importe quoi, ou sinon tu attends que les 1 million de personnes réalisent que ça avait vraiment pas d'allure au sens s'en aller. Tu comprends? Il n'y a pas 100 000 façons de... Non, c'est ça, mais souvent c'est à travers la souffrance que le collectif va faire des prises de conscience puis se réajuster, tu sais. Exact. Quand il y a eu on le vit sur le plan individuel. On le vit sur le plan individuel. C'est ça, exactement. Mais c'est la même chose sur le plan collectif. C'est ça, il y a des initiations collectives aussi qui arrivent. Tu sais, s'il y a des attentats terroristes à répétition en Europe, ben ils vont rehausser les normes de sécurité pour s'adapter à la situation. C'est ça. Donc, ça c'est un exemple d'ajustement. Ça va conscientiser le monde sur les racines de ça. Ça va faire travailler certaines personnes sur le fond de ça. Mais malgré toute cette bonne volonté-là, l'énergie va circuler dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elle va chercher à rendre le monde conscient, mais elle va chercher aussi à faire à travers les gens qui sont des terroristes, ben, ils vont se manifester eux aussi. Donc, la vie, c'est cette espèce de melting pot. Il n'y a pas de garantie dans la forme que les choses vont fonctionner. Moi, ce que j'inculque à mes enfants, c'est quand tu fais quelque chose, en guillemets, de bien, là, tu sais, par exemple, tu vas à l'école, tu étudies ou tu travailles sur toi-même, tu améliores tes chances que quelque chose d'intelligent se passe pour toi dans ta vie. Tu améliores la possibilité d'avoir plus d'opportunités. Ça te le garantit jamais. Tu peux faire tu peux tout être Mr. Perfect, là, puis te faire frapper le lendemain matin par un autobus. Donc, il n'y avait pas de garantie. Mais par contre, on sait que on augmente nos chances. C'est un petit peu comme en lien avec, tu sais, ces théories les théories quantiques où tout est une question de probabilité que tel événement se produise. Exactement. Puis tout est interrelié aussi. Ça. Moi, je le vois comme ça. Tu augmentes tes chances que quelque chose d'intelligent se passe pour toi. Tu augmentes tes chances, puis ça fait vraiment une différence. Mais de toute façon, si tu suis la vibration dans le moment présent, tu as ton résultat dans le sens que tu te sens vitalisé puis dynamisé par la vibration. Fait que ça débouche sur quelque chose qui fasse plaisir ou non à l'ego à long terme, c'est une autre affaire. Mais si sur le moment présent, toi, tu veux une expérience de flow, tu parles la notion de l'espace et du temps parce que tu es totalement là, tu es dynamisé en faisant quelque chose de très vibrant, ben, c'est là que tu as ta récompense dans le moment présent. C'est ça. Puis plus tu te tunes là-dessus, comme je vais donner un exemple, je travaille en informatique, fait que j'ai des problèmes informatiques chaque jour. Ça fait pas. C'est le quotidien, c'est débloquer l'énergie dans la forme de l'informatique. Déjà, tu commences la journée, puis l'énergie bloque, il y a un mot de passe qu'il faut que tu rentres, faut que tu t'en rappelles, faut que tu le dises pour aller plus loin, puis ça n'arrête pas comme ça. Puis il y a toutes sortes de problématiques, puis c'est vraiment fascinant de voir que à force de tâtonner, des fois on sait pas trop, on a un problème, on sait pas pourquoi, mais à tâtonner, à chercher sur Internet, à ci, à ça, on finit par ramasser les petits morceaux de puzzle, puis à un moment donné, tout, on l'a. Des fois, c'est une autre personne on fait juste y expliquer notre problème, tout, on l'a. Donc, c'est vraiment
fascinant, la façon que l'intelligence finit par se manifester. Pour moi, c'est la manifestation de l'énergie. Autrement dit, il y a différents blocages par rapport à des objectifs. Puis, quand l'énergie, elle bloque comme ça, elle va chercher, elle aussi, à la débloquer. Donc, tu as le principe qui travaille un peu pour toi jusqu'à un certain point. Mais des fois, tu t'enlises dans un raccoin où est-ce que la solution n'est pas là. C'est en relâchant, tu dors, le lendemain, tu te réveilles, tu as l'idée, parce que là, t'as focusé, t'as enlevé ton focus de l'endroit où est-ce qu'il n'y avait pas la solution. C'est comme un processus vivant, tu sais, c'est vraiment fascinant. Ça peut sortir de n'importe où, l'intelligence. Ça peut être quelqu'un qui te dit quelque chose de pas rapport, puis tu viens de te faire allumer sur quelque chose, peut-être que ça fait 2 ans que tu pensais, mais que tu n'avais pas vu ça de même, ou, tu sais, là, je déborde l'informatique, évidemment. Non, mais c'est bien correct parce que c'est fascinant. Oui, c'est ça, l'influence, ça peut venir, l'intelligence, c'est ça peut venir de n'importe qui. Tu sais, ça peut être autant un médecin qu'une prostituée qui peut amener quelque chose d'intelligent. Exactement. C'est ça, exactement. Tu sais, je te dirais qu'il y a plus de probabilités qu'un homme ou une femme éduquée, qui est bien pensante, qui est pleinement consciente d'elle-même, qui arrive à faire un changement par rapport à quelqu'un qui est sous l'effet de la drogue jusqu'au dernier degré puis qui est à moitié conscient. Tu comprends? Peut-être que la personne droguée va faire réaliser un truc quand même agréable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout égal non plus. Il existe des champs de probabilité. Il existe des champs de probabilité où est-ce que des choses sont plus probables que d'autres. Si, entre guillemets, tu as fait tes devoirs, si tu étais bien entouré, tu sais, il y a quelque chose qui définitivement aide, mais jamais de garantie. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. Autrement dit, c'est pas... sinon, on tombe dans la magie, tu sais. Ah, parce que je suis gentil, la vie va être gentille avec moi. Non, ça n'a aucun rapport. Non, c'est ça, on tombe dans la spiritualité puis la pensée magique. C'est ça. On tombe dans la pensée magique où on pense qu'on a un deal avec la vie, mais c'est pas ce deal-là. Là. C'est pas ce deal-là du tout. Donc, il n'y a rien de pris pour acquis. Puis dans mon livre, j'en parlais d'une façon où je disais que l'être humain est un peu comme dans la jungle, dans la survie totale. Tu sais, oui, on a beau avoir mis des supermarchés et tout ça, mais en bout de ligne, là, t'es vraiment dans la survie totale. C'est-à-dire que faut que tu te démerdes avec tes trucs. Puis, il n'y a pas rien de garanti, puis il y a de la compétition partout, puis il y a des prédateurs partout. Faut pas non plus tomber dans une vision paranoïaque de la chose. C'est juste vous amener à un niveau de conscience où on dit, OK, faut quand même que je check mes limites, là, parce que il y a plein de trucs qui peuvent essayer de me manger la laine sur le dos. Tu comprends? Oui, exactement. Il faut être alerte. C'est ça, il faut faire preuve de vigilance. C'est ça. Vigilance à l'extérieur, vigilance à l'intérieur aussi. Parce que ça, c'est un autre aspect aussi, être vigilant par rapport aux pensées qu'il y a dans notre psyché. Oui, mais tu sais, il faut les investiguer jusqu'à un certain point. Des fois, il faut les challenger. Des fois, il faut les ignorer. Tu sais, une qui est, mettons, une pensée qui est persistante, tu t'inquiètes trop à propos d'un truc. Mais là, moi, je la regarde. Je fais faire, je la regarde devant moi. Et je la sens littéralement devant moi sur mon regard, tu comprends? Puis, j'ai juste à la regarder et puis je n'ai pas besoin d'entrer en dialogue très profond avec ce truc-là. Mais juste de la regarder et de dire, regarde, tu veux quoi au juste? Tu veux que je m'en fasse? Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu comprends? Puis, la réponse, c'est clair que ça ferme sa gueule, tu comprends? Il n'y a rien à dire, là. Hein? J'ai aucun avantage à poursuivre dans cette voie-là. À d'autres moments, c'est léger, je m'en fous complètement. Charles Sabourin appelait ça, il y a une partie de la pensée chez l'homme qui est un langage de singe, c'est comme ça qu'il disait, qui s'exprimait par rapport à ça. Il y a un bout de pensée qu'on s'en fout. Tu te promènes sur la rue, puis il y a un paquet de perturbations, des petites interférences à gauche, à droite, ça, on s'en fout complètement. Mais quand quelque chose vient nous obséder un peu ou vient prendre un espace dans notre mental, là, on est en devoir, si on veut, de se positionner par rapport à ça, puis de pas laisser n'importe quoi rentrer. Puis c'est de regarder, là, c'est quoi qu'est-ce que tu as à me proposer? OK, tu veux que je m'en fasse? Pourquoi au juste? Pour telle raison? Donc, d'analyser un peu le truc pour le démonter, tu comprends? Ça tient pas très longtemps. Je peux donner un exemple concret par rapport à ça. J'ai présentement une grand-mère qui est vieillissante, donc sa capacité physique diminue, etc. Mais à quoi ça sert que je pense à ça 24 heures sur 24, puis je m'empêche de dormir, puis je fasse de l'insomnie? Ça n'améliorera pas sa santé concrètement, donc c'est une perte de temps.
Tout à fait, exactement, c'est ça. Ça n'améliorera pas la sienne ni la tienne. Exact. Ça va me Par contre, ça peut dévitaliser, tu plus te sais. préoccuper à dire, ben, peut-être j'irai la voir un peu plus souvent parce que peut-être que ça achève. Tu comprends? Exact. Ça Ça, t'amène c'est à au prendre niveau. conscience de ça, de C'est la ça. valeur de la vie, du temps qu'on a. Exact. Tu sais, comme Gandalf, c'est pour ceux qui ont écouté Le Seigneur des Anneaux, il y a une phrase vraiment intéressante, genre où il dit que ce qu'on peut faire dans la vie, c'est assez de faire quelque chose d'intelligent ou de bien. Il ne met pas dans ces mots-là exact, mais par rapport au temps qui nous est imparti. Tu sais. Donc, c'est très sage comme parole. Essayer de faire de quoi intelligent avec le temps qui nous est imparti. Moi, j'ai une petite façon très simple de savoir si quelque chose est intelligent ou pas. Mhm. J'aimerais te partager ça, David. Dans le fond, Oui. c'est facile. J'appelle ça la loupe, un zoom. C'est-à-dire, si tu prends un comportement et que tu le multiplies par 1 million de fois, c'est comme zoomer, right? Oui. Multiplier 1 million de fois, tu vas voir tout de suite s'il est intelligent ou pas. C'est assez évident. Mais pourtant, pendant longtemps, j'y avais jamais pensé. Prends quelque chose. Si c'est pas intelligent, tu veux savoir, multiplier par les 1 million. C'est-tu intelligent que tout le monde, on roule avec des V8 et que ça pollue à l'infini? Non, c'est assez clair. Multiplier par 1 million, tu sais, juste déjà 1 million, c'était pas une bonne expérience. Tu sais? Un Exact. geste que tu poses au quotidien, une petite menterie que tu te comptes, multiplie ça par 1 million. Tu sais, des petits comportements, autant des habitudes internes que des comportements sociaux, tout ça, multiplié par 1 million, tu vois tout de suite si c'est intelligent ou pas. Donc ça, c'est un petit truc, tu sais, bien basic, t'as pas besoin de supramental pour ça. C'est un petit truc de sagesse très simple. Oui, exactement. Tu sais, c'est comme la consommation. Est-ce que c'est intelligent que tout le monde ait un téléphone cellulaire qui a à peu près durant de vie à cause de l'obsolescence programmée, puis on jette ça tout le monde aux poubelles, même chose les TV. Tu sais, si tu multiplies ça par une grande quantité de personnes, en fait plusieurs personnes sur Terre, à un moment donné, on va se ramasser avec des dépotoirs immenses. C'est déjà le cas, David, c'est déjà le cas. Si on réalise pas, il y a un mur probablement à la fin. Là-dessus, j'aimerais ça partager un insight que j'ai déjà eu qui est très, très puissant. Et je vais essayer Vas-y. de te l'expliquer en 5 minutes. Là. On a encore au moins un bon 5 minutes. Oui. Parfait. Prends ceci. Imagine que dans l'univers, il n'y a pas nécessairement que la race humaine. Tu sais, on va y aller un petit peu dans l'hypothétique, mais on regarde l'univers, on voit que ça a l'air, on voit la grandeur, les probabilités sont là. Imagine pendant un moment qu'il existe des civilisations beaucoup plus avancées que la civilisation humaine. Imagine que leur terrain de jeu, c'est l'espace intersidéral. C'est l'univers potentiellement au complet. S'il existe un au complet dans l'univers, parce qu'on ne sait pas trop jusqu'où ça peut s'arrêter. On paraît qu'il est en expansion. Après, je ne veux pas rentrer dans cette parenthèse-là. Ce que je veux mentionner, c'est que imagine qu'une civilisation très avancée ou plusieurs civilisations avancées, puis ils ont à l'œil des civilisations naissantes, un peu comme une civilisation humaine. Euh, puis prends ça d'un côté, puis prends ça d'un autre côté comment les Indiens appellent la Terre, David? Comment ils La appellent la mère Terre? Terre. Pardon? La mère Terre. Oui, Mother Earth, right? Qu'est-ce qu'une mère fait? Elle donne naissance, right? Oui. Elle donne naissance à quoi? Elle donne naissance à des civilisations. Mhm. Et si à un moment donné, la civilisation humaine n'est pas capable de sortir du ventre de sa mère pour aller explorer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un bébé peut rester éternellement dans le ventre de sa mère? Il Ben ne peut non. pas rester éternellement. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu comprends? Mhm. Donc, si on regarde ces analogies-là, parce que les pouvoirs, l'analogie, c'est souvent très intéressant. Ça nous amène une compréhension sans nécessairement avoir tous les détails scientifiques. Ben oui, parce que Mais sinon le bébé il va accoucher ou il va avorter. exactement, il va se passer quelque chose, mais ça sera pas super. Donc, imagine que Mother Earth, son rôle, c'est de donner naissance à des civilisations et qu'un jour, les civilisations doivent quitter le bercail, si on veut, pour aller explorer parce qu'il manque de ressources. C'est pas vrai que je peux vivre encore à 28 ans dans le ventre de ma mère. Là. Je vais la drainer puis elle va mourir. Donc, moi-même, il faut que j'aille ailleurs, il faut que j'aille explorer les plus grandes planètes. Puis, ça fait encore partie du principe de l'énergie qui cherche à circuler. Il faut trouver les moyens d'aller voir tout cet espace-là, tout ça. Je pense qu'il n'y a rien de plus trippant sur le plan de la civilisation humaine que de dire, OK, on parcourt l'espace puis on se rend compte de nos découvertes au quotidien d'une région à l'autre de l'univers. T'imagines le trip? Mhm. Donc, imagine cet élément-là, mais imagine à la fois qu'il y a des civilisations extrêmement avancées
aurait la capacité de faire en sorte que pas n'importe qui puisse aller à ce niveau. À ce niveau. Tu sais, il y a un penseur, je pense que c'est un Japonais qui étudie aux États-Unis. Puis c'est un peu un futurologue, le gars. Puis tu sais, il dit, il y a plusieurs types de Ah oui, civilisation humaine. Michio Kaku. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a un type 1, type 2, type 3, type 4. Il parlait par rapport au contrôle de l'énergie. Mais prends-les simplement sur le fait qu'il existe probablement des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre. En fait, c'est quasiment un fait, d'après moi, pour les probabilités que ça arrive. Mais il n'y a aucune civilisation avancée qui a intérêt qu'un intrus arrive. Autrement dit, on est bien installé chez nous, on est intelligent, puis on n'a pas envie que n'importe quel imbécile arrive, puis avec ses bottes tout sales, rentre dans la maison ou commence à tout casser chez nous, tu comprends? Ça fait des dizaines, voire des centaines de milliers d'années qu'on travaille sur nos trucs. On veut pas que n'importe qui arrive cochonner ça. Donc, qu'est-ce que tu ferais si, avec l'intelligence que tu as, en tout cas avec l'intelligence que j'ai, je peux déjà imaginer quelques scénarios. Alors, si je suis une civilisation avancée comme ça, bien, je m'arrangerais pour que un berceau comme la Terre, qui soit inoculé ce que j'appellerais un virus, vraiment. Un virus qui s'appelle toute l'espèce d'émotion négative, tu sais. Tout ce que l'humain peut vivre de négatif, d'illusion au niveau psychologique. C'est très important qu'il le vive dans le bercail. Parce que pour sortir de la planète, ça prend de la technologie. Mais si tu sors de la planète de la technologie, mais que tu n'as pas avancé spirituellement ou sur le plan de l'évolution, peu importe comment on l'appelle, si tu n'as pas un équilibre entre ta technologie puis les éléments nécessaires pour que toi, tu puisses fonctionner sans être un élément dangereux, ben tu sortiras jamais de la Terre. D'où la quarantaine planétaire que certaines personnes parlent. C'est ça. C'est un phénomène de quarantaine, d'une part, parce que ça prend la technologie et la conscience, parce que c'est pas facile de mobiliser 100 000 personnes peut-être pour construire un vaisseau puis aller dedans. Tu sais, ça, c'est un vaisseau. Ça nous en prend peut-être, je sais pas, moins de 1000 ou 10 000 pour commencer à avoir de l'allure. Tu sais. Imagine le capital financier que ça prend ou la dictature incroyable que ça peut prendre. Tu vois que ça peut pas se manifester nécessairement facilement dans les formes qu'on a. Il faut inventer d'autres formes pour que ça puisse se passer. Mais non seulement il y a une quarantaine, mais en plus, on est inoculé d'un virus. Tout ce qu'on appelle l'astral, les entités, les forces négatives, tout ça, c'est le virus qui va dicter si l'humanité passera ou non la barre. Parce que si jamais elle faisait face avec une technologie très avancée et peut-être une spiritualité existante, mais peut-être un peu naïve par rapport à ces forces-là, si l'humanité n'aurait jamais rencontré ces forces-là avant, t'imagines que tu te fais charrier dans de l'astral alors que tu n'as jamais vu c'est quoi de l'astral, alors que tu as une technologie extrêmement avancée puis tu peux faire du dégât partout. Tu comprends? C'est pas intelligent. Ce qui est intelligent, c'est que tu règles tes choses à petite échelle et que si tu réussis à passer l'initiation, l'initiation, c'est de développer la technologie, la spiritualité et de réussir à passer à travers la couche de conscience psychologique dans laquelle on est un peu tout poigné puis qu'il va falloir s'élever au-dessus de ça pour arriver à autre chose. Mais si tu réussis pas ça, tu passeras pas le test. Le test est bien fait. Tu comprends? Oui, exactement. Génial. Ça sert de filtre pour voir si l'individu va être capable de monter en intelligence, en volonté et en amour pour transcender ça, le dépasser. Et c'est plus que l'individu. Là, on parle d'une civilisation. La civilisation va mourir si elle ne réussit pas à avoir ces qualités-là. C'est intelligent qu'elle ait ces qualités-là, puis c'est un non-choix. Ils peuvent pas dire, tu sais, si une civilisation avancée peut pas dire, on va leur laisser une chance. Tu comprends? Laisse une chance à un alligator de rentrer dans ta maison. Tu sais. Ça va demeurer un alligator. Tu comprends? Même chose pour un virus informatique. Si tu laisses infecter le système, il va se propager partout, puis après ça, c'est plus contrôlable. C'est ça, exact. Donc, moi, quand j'ai eu cette compréhension-là, avec ces formes-là, c'est une forme là, que je t'amène pour te l'expliquer. Je pense qu'elle est quand même intéressante comme principe. Oui. Mais c'est cette idée que l'humanité, civilisation est en quarantaine sur une planète qui est censée donner naissance à des civilisations. Puis il faut que la civilisation grandisse en technologie, en conscience, en peu importe ce qu'il faut. Mais il faut réussir à sortir de là, ensemble, consciemment. Sinon, ça va être autodestruction. D'une façon ou d'une autre, parce que la technologie va monter, puis on n'aura pas la conscience nécessaire, ou on va avoir la conscience nécessaire, mais s'il arrive des événements sur la Terre, on n'aura pas la technologie qu'il faut pour y faire face. Ben oui, s'il arrive par exemple des changements climatiques, puis on n'a pas la technologie pour faire face à ça, ben ça ne servira pas à grand-chose. Mais étant donné que le temps file, j'aimerais bien procéder avec toi à une conclusion à cet enregistrement.
OK, je t'écoute pour la suite. Je t'écoute pour la conclusion. Est-ce qu'il y a une conclusion à faire à ça? T'avais-tu quelque chose en tête? Ben, je pense que le principe sur lequel que tu nous amènes, c'est d'œuvrer pour justement développer son intelligence, sa conscience, sa spiritualité, comme tu le mentionnais, dans le Oui, sens vibratoire, puis en oui, même temps de réaliser aussi que quelque part la technologie sert. Tu sais, c'est pas l'esprit contre la matière, mais c'est les deux qui permettent exact. l'évolution, de travailler de C'est ça. concert avec les deux, là. C'est ça. Des penseurs ont déjà dit que ça prenait le matérialisme de l'Occident avec le spiritualisme, la spiritualité de l'Orient. Une espèce de mix des deux va être pas mal plus intelligent, tu comprends? Ouais, faire Donc, une il faut réussir à synthèse. le faire un peu en nous, puis il faut réussir à le faire collectivement. Je pense que ça fait partie des prérequis pour, si on veut que notre type de civilisation change sur l'échelle du personnage que tu mentionnais tantôt. Exactement. Donc, ben, pour terminer, peux-tu remontrer à l'écran l'image du livre que tu as écrit, s'il te plaît? Oui, donc, ça s'intitule Introduction à la conscience continue. Ici, c'est important, là, les assises de l'homme énergie. Donc, c'est quand même un petit moment que j'ai écrit ça, mais ça ground un peu les gens sur quelque chose. Puis, je parle pas à travers mon chapeau non plus de tous ces éléments-là. Donc, écoute, c'est un plaisir de faire cette capsule-là, David. Oui, puis s'il y a des gens qui seraient intéressés à te procurer ce livre-là, là, es-tu disponible à quelque part? Ben, disons que moi, il m'en reste que quelques copies. Là. J'ai quelques dizaines de copies qui me restent. Je les vends vraiment au coût, à mon cost, pour des gens qui seraient éventuellement intéressés. Ma compréhension, c'est que tu vas mettre le vidéo éventuellement, probablement sur YouTube. On Oui, verra donner une mécanique pour que les gens puissent, un moyen pour que les gens peut-être puissent rentrer en contact avec moi, là, puis on verra par la suite pour ça. Donc, j'ai rien à vendre officiellement, mais en même temps, bon, si quelqu'un peut être intéressé, il peut y trouver peut-être des éléments probants dans sa recherche. exactement. Donc, ben, je te remercie pour le temps que tu as accordé à cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. OK, donc à bientôt. Merci. Bon,